Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Alain Ruffion. Bonjour. Oui, bonjour Abdelatif et merci de m'accueillir dans votre émission. Écoutez, le plaisir est pour moi et surtout la situation actuelle au niveau mondial, pas que au niveau France, pandémie, Covid-19, on essaye au mieux de faire passer des intervenants qui peuvent éclairer et qui peuvent proposer aussi des solutions pour l'après-Covid-19, parce que le Covid-19, il faut le préparer pendant le Covid-19. Et nous avons pris la décision ce jour d'entreprendre avec vous une thématique de taille, l'évolution du virus, de la prédation en antivirus de la coopération. Peut-il révolutionner nos finalités individuelles et collectives? Mesdames et messieurs, Alain Ruffion, c'est un psychanalyste, formateur et spécialiste en psychologie positive, doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire CLESCO, Université de Toulouse, Le Mirail 2, mais aussi il est président de l'Institut d'Eranos. Alain Ruffion, dans un premier temps, tout le monde souffre depuis un certain temps sur l'aspect psychique. Beaucoup de monde qui ne sont pas malades avec cette pandémie Covid-19, mais beaucoup de monde souffre, beaucoup de monde s'explique à travers les réseaux sociaux, s'explique à travers des tweets, comme quoi se sentent mal dans leur peau, mal dans leur façon de faire. Donc il y a un impact réel sur la psychologie des gens pendant cette période de confinement. Comment vous voyez-vous, en tant que spécialiste, psychologue et psychanalyste? Écoutez, en fait, il faut le reconnaître, c'est une crise d'une ampleur inédite qui a frappé dans toutes les dimensions de nos vies, professionnelles, personnelles, familiales, morales, spirituelles. Et en fait, nous ne sommes pas toujours loin de là armés pour faire face à quelque part beaucoup de formes d'effondrement. On a parlé d'effondrement de l'économie, mais c'est aussi nos repères professionnels, nos repères spatiaux, nos repères temporels qui s'effondrent par la même. Et en fait, aussi, on a affaire à des interrogations incessantes sur quid de notre devenir collectif, quid de l'évolution de nos emplois, de nos perspectives, les nôtres et celles de nos enfants. Donc, il faut bien dire que ça fait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisses, parfois des pertes de proches, des deuils difficiles à faire, puisque on connaît très bien les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé, y compris dans les EHPAD. Donc il faut dire que voilà, c'est une crise majeure et qui atteint plusieurs dimensions de l'être. Alors j'ajouterais que au final, on entend beaucoup de spécialistes parler de différentes méthodes de relaxation, d'hypnose, de respiration, de gestion du stress, j'en passe et des meilleurs. Ce qui ne peut pas faire de mal au demeurant, mais il me semble que c'est notoirement insuffisant, justement pour les raisons que je viens de souligner par rapport à l'ampleur et aux différentes dimensions qui touchent les êtres en ce moment. Donc là, sur les réponses, c'est très complexe parce qu'en fait, il faudrait d'abord aider à penser et à lire cette crise différemment. Et beaucoup de personnes ont souligné que parfois il est utile de couper les réseaux sociaux et les chaînes d'infos pour se recentrer, se ressourcer, profiter de ce temps de mise à disposition pour soi et pour ses proches, pour prendre soin de soi, prendre
prendre le temps du questionnement, de travailler son intériorité, peut-être calibrer ses priorités aussi de vie, réimaginer de quoi on peut faire don aux autres au présent et dans l'avenir pour se sentir utile et donner un peu plus de sens à sa vie. Donc vous voyez, en fait, on peut, c'est tout le sens de la psychologie positive, hein, on essaie pas de gommer ou de retirer les côtés négatifs de l'existence, mais on cherche à avoir une vision un peu duale, unifiée, en gardant peut-être effectivement à sa place les côtés négatifs, mais surtout en cultivant, en augmentant le bien-être, la quête existentielle et les valeurs aussi qu'on peut développer dans sa vie pour s'équilibrer et garder une motivation et du sens. Monsieur Alain Ruffian, donc vous avez évoqué qu'il y a un impact majeur, comme vous l'avez bien dit, mais aussi c'est un électrochoc, parce que c'est brutal, c'est au jour au lendemain. Donc ce n'est pas quelque chose que les gens ils ont vu de loin et ils ont pris des distances ou des dispositions pour s'habituer ou pour faire en sorte de vivre cette pandémie d'une manière apaisée. Sauf que, et là je parle sur le social parce que c'est ça qui m'intéresse avec vous, hein, sur l'humain, c'est le centre d'intérêt par rapport à cette émission. L'économie, il y a toujours des solutions, bien entendu, le politique pareil, mais par contre l'humain, c'est très important. Sommes-nous en train de vivre un nouveau mode de vie suite à cet électrochoc, ou bien non, si ce n'est pas le cas, quel remède d'une manière intelligente pour accompagner un retour à la normale? Oui, bah alors parfois on entend beaucoup parler du monde d'après. Bon, c'est encore très vaporeux, évanescent, et surtout qu'aujourd'hui les personnes sont en pleine face avec le monde d'aujourd'hui et qui est pas rose, c'est loin de, c'est peu de le dire. Donc en fait le monde d'avant en a pris un coup et est parti un peu en cacahuète, et le monde d'après n'existe pas encore. Donc en fait il y a des projections qui paraissent utopistes. Peut-être est-il important de se recentrer sur des choses positives que nous avons pu vivre depuis le début de cette crise, et il y en a. Quand on pense aux gestes de solidarité, de proximité intergénérationnels qui se sont produits, aux élans de solidarité aussi vis-à-vis des ONG, vis-à-vis aussi des personnels soignants, et puis cette prise de conscience que finalement le capital humain, le soin, l'altruisme sont vraiment des valeurs qui existaient déjà dans la société auparavant, qui étaient peut-être sous-évaluées, mal regardées ou en tout cas mal valorisées. Et là, il y a un recentrage de fait sur l'apport, l'utilité sociale de professions ou de missions qui sont enfin, si je puis dire, perçues à leur juste valeur. Alors, tout prend du temps, c'est un recentrage qu'il faudra cultiver et concrétiser quand on aura passé l'épisode majeur de la crise sanitaire, qui d'ailleurs sera peut-être amené à revenir. D'où, de toutes les façons, le fait qu'il est hyper stratégique et capital, sans être utopiste, mais vraiment de réinverser la vapeur et de se dire que ce n'est pas la finance, enfin l'être humain n'est pas au service de la finance et de l'économie, mais ce sont en principe l'économie et la finance qui doivent être au service de l'être humain. C'est ça cette leçon principale à mon sens de ces crises pandémiques. Si on veut sauver des vies, si on veut avoir un système de soins opérant, si on veut avoir une capacité à satisfaire les besoins fondamentaux de nos concitoyens, nous devons de mettre vraiment l'économie au service de l'humain et surtout aussi la finance, et non pas l'inverse. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En
tout cas, on a bien senti que le sens des priorités a été réévalué, puisque des sacro-saintes règles d'endettement ou de contrôle de l'endettement public ont été revues pour peut-être quelque part rattraper tous les déséquilibres qu'on a cumulés depuis 30 à 40 années, où finalement c'est un petit peu la culture ultralibérale qui est de dire qu'en fait on va créer de la richesse, puisque pour pouvoir partager, il faut créer d'abord de la richesse, et puis ensuite on estime que par la régulation du marché, par la théorie du ruissellement, comme par hasard, les richesses produites vont ruisseler du sommet vers la base. Bon, en fait, il n'en est rien. On a eu des taux d'inégalité pharaoniques, c'est le cas de le dire, et on n'a jamais eu autant d'inégalités au niveau national et international. Donc en fait, il y a des mythes qui sont partis un petit peu en miettes parce que par l'ampleur de cette pandémie qui a fait vaciller en fait certains repères dans nos conceptions de l'économie et de la finance, notamment, et de l'être humain, c'est qu'en fait on s'aperçoit que tout le système du progrès, de la croissance, du profit illimité n'a pas de sens. N'a pas de sens du tout et ne peut ramener qu'à la ruine de l'ensemble du système. En fait, sans être utopique et philanthropique, c'est que en définitive, il faut un équilibre. On est dans des écosystèmes complexes et l'environnement nous a donné un effet de miroir et nous sommes qu'au début des dérèglements climatiques. Mais c'est bien la preuve, et c'est la nature qui dans ces cas-là nous avertit. Quand on va trop loin dans des économies de prédation pour pouvoir finalement outrepasser les limites des systèmes humains et économiques pour produire des dividendes de 15, 20, 50%, 300% pour 1% de la planète, il est évident qu'à un moment ou à un autre, le système lâche. Il peut lâcher par beaucoup de biais différents. On a toujours pensé qu'on aurait une nouvelle crise financière qui serait beaucoup plus grave que celle de 2008, finalement, le système fragile, c'est à plier les genoux par un autre adversaire microscopique qui est venu par un autre biais auquel on n'avait pas pensé. Mais de toutes les façons, les vulnérabilités structurelles de notre fonctionnement sociétal, elles sont là, elles s'aggravent depuis au moins 30 ans. Justement, vous êtes en train d'évoquer de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé comme quoi tout le monde attendait une crise financière qui va arriver depuis l'affaire de la Grèce, qui va arriver d'une manière un peu plus importante, mais sauf que la crise, elle vient d'un autre horizon. Cette horizon-là, cette triangularité de quoi je parle moi, donc vous voyez ce que je veux dire, donc ce triangle qui est un petit peu pour moi un triangle des Bermudes, donc il y a des gens le 1% de la planète, comme vous l'avez dit, qui détiennent la plus grande richesse. Il y a des sociétés qui sont vraiment en bas de l'échelle. On peut parler à ce moment-là de lutte de classe, mais en même temps, on constate comme quoi il y a des volets qui peuvent secouer l'équilibre de ce 1% à travers, bien entendu, une épidémie comme celle-là. Donc, moralité de l'histoire, est-ce que c'est une obligation nécessaire et suffisante d'une prise de conscience comme quoi il faut développer l'humain avec l'ensemble des institutions qui permettent l'épanouissement de l'humain, notamment santé, justice, travail, bien entendu, et aussi reconnaissance du travail. Oui, en fait, vous avez raison de rappeler tous ces éléments du tableau qu'on peut observer avec grand intérêt depuis quelques mois. En fait, comment dire ça ? En fait, on prend conscience lors d'une crise grave de nos vulnérabilités individuelles et collectives, et on prend conscience de notre interdépendance.
on est tous interdépendants les uns des autres. C'est ça. Et on a tous besoin de la contribution des différentes sphères de la société, du politique, de l'économique, de la sphère sociale, de la sphère privée. Et en fait, c'est comme les maillons d'une chaîne qui est unie, hein, qu'on le veuille ou non, on est unis dans cette chaîne sociétale. Et en fait, si on a un maillon de la chaîne qui se comporte de manière parasitaire, qui se comporte de manière éhontée en voulant capter à lui tout seul, de manière non justifiée d'ailleurs, une grande partie de ce que produit l'ensemble de la chaîne, et ben c'est tous les maillons qui risquent de casser, et finalement il n'y a plus de chaîne ensuite. Voyez, et donc la partie parasitaire de la chaîne, quand elle sent qu'elle va perdre toute la chaîne, il y a quand même une prise de conscience à se dire, bon, on est peut-être allé un peu loin. Certes, on a besoin d'une économie dynamique, on a besoin d'investir, on a besoin de gens qui prennent des risques, qui investissent des capitaux, mais la finalité doit être de préserver l'écosystème naturel et humain, et de développer l'humain, effectivement. Et en fait, on s'aperçoit que l'une de nos plus grandes richesses dans notre résilience sociétale, elle est où? Eh ben, elle n'est pas que dans la finance, hein, parce que bon, créer des liquidités, ça, il y a des spécialistes pour le faire. Elle est dans notre capital de gens, médecins, psy, soignants, enseignants, éducateurs, responsables associatifs, responsables de solidarité ou bénévoles, etc. Donc là, on prend conscience de là où est notre richesse. Bon, c'est un peu dommage qu'il faille une pandémie avec 4 milliards d'êtres humains confinés pour arriver à réaliser où est la richesse et où sont d'ailleurs les gisements de développement. Puisque en réalité, on a quantité de métiers qui sont sous-payés et sous-développés dans la solidarité intergénérationnelle pour s'occuper aussi des populations vieillissantes en Europe. On a quantité d'emplois dans la préservation de l'environnement et des écosystèmes qui sont là aussi pas encore développés. L'économie verte, on a quantité d'emplois dans le service à la personne qu'on peut encore développer. Je veux dire, des gisements économiques qui respectent l'environnement et qui mettent en valeur le capital humain. On a des milliers d'emplois à créer dans ces dimensions-là de la vie sociétale, quoi. L'éducation, tout le monde en parle comme quoi il y a des lacunes. Est-ce que selon vous, cette pandémie permettra certainement de penser à une éducation plus adaptée, plus prévoyante, parce que on constate comme quoi il y a des lacunes, et ces lacunes peuvent-ils être dépassés en faisant, à titre d'exemple, hein, donc je vous le dis comme je l'ai dit à maintes reprises, hein, donc à titre d'exemple, il y a un psychologue pour 5 à 6 établissements, une infirmière pour 3 établissements, parfois 2, parfois une, mais si on a de la chance, des médecins comme des médecins aussi. Donc il y a un réel manque de ce corps médical, d'accompagnement qui peuvent être utiles après cette Covid pour nos jeunes qui seront les hommes de demain. Comment vous voyez la chose? Ben, écoutez, oui, pour que cette crise majeure soit vraiment une opportunité de changement constructif, hein, et qu'on passe en fait d'une réflexion sur les pertes et les dettes à comment on peut recréer un écosystème de partage et de dons. Hein. C'est une culture du partage et du don qu'il faut développer. Voilà, on est au courant des pertes, ça y est, c'est vertigineux, mais de l'autre côté, il y a tellement à développer dans l'économie du don et des métiers de l'altruisme et de la bienveillance. Vous avez cité les psychologues, les médecins, les aides-soignants. Bon, et puis aussi un effort à faire dans notre système éducatif, parce que bon, aujourd'hui on a quantité de métiers qui sont déjà obsolètes. J'aimerais moi qu'on puisse renforcer par exemple les savoir-être. Il y a des écoles novatrices dans d'autres pays du monde. Je pense à l'Europe du Nord, à l'Australie ou à l'Amérique du Sud, qui développent
l'altruisme, la bienveillance dans les compétences clés et transversales des cursus scolaires, on a pris beaucoup de retard par rapport au développement des savoir-être et pourtant, justement, par rapport à des crises comme celle-là, l'engagement citoyen, l'engagement bénévole, l'altruisme, la bienveillance et les savoir-être, c'est justement ce dont on a besoin pour surmonter cette crise d'une manière humaine. Donc en fait, c'est une question d'arbitrage, mais quand on veut, on peut, parce qu'on n'arrête pas de trouver des milliards du chapeau. Donc on se demande aujourd'hui pourquoi ces milliards-là, surtout d'abord suite au renflouement des banques en 2008, on n'a pas commencé suite à cette première, enfin c'était pas la première crise, mais en tout cas c'était déjà une crise importante. Pourquoi on n'a pas commencé à réévaluer la hiérarchie des investissements? Alors là, il est temps de le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et en fait, on a encore une fois tout un gisement d'activités utiles et de missions qui font du sens. Parce que, vous savez, avant cette crise, déjà, dans le management, on disait qu'il y a des jeunes diplômés de grandes écoles de commerce qui avaient peine à prendre un emploi dans des boîtes qui n'avaient pour finalité que de faire du fric. Et en fait, pour ces jeunes-là, franchement, tous les pour essayer d'aller optimiser les dividendes de rentiers qui sont assis sur un trône en or, en fait, il y avait une perte de sens complète de cet engagement dans le travail, ce qui a amené déjà des jeunes à choisir des postes, par exemple, dans des ONG. Où d'ailleurs ils ont pu faire bénéficier de ces ONG de leurs compétences en management et en gestion économique. Mais c'était déjà, parmi plein d'autres choses, un signe qu'en fait, aujourd'hui, on a envie d'une société plus cohérente, qui offre plus de sens et qui permette à chacun de se sentir utile pour œuvrer et construire une société plus humaine, tout simplement. Et tout ce qu'on voit là, et les EHPAD, c'est vraiment atroce. C'est un des sommets du côté inhumain d'un système qui ne priorise pas l'humain. Donc, c'est des choses que, si on ne veut pas les revivre, on a vraiment intérêt à donner priorité à cet investissement dans le capital humain qui passe par l'éducation. Vous êtes le président d'un institut qui s'appelle Eranos. Et vous développez dans cet institut un certain nombre d'outils. Pourriez-vous nous donner quelques éléments sur cet institut, son objectif et surtout, il y a des éléments novateurs qui sont là, notamment cette notion de la psychologie positive. De quoi il s'agit réellement? En fait, ça fait quand même une petite dizaine d'années que je me suis passionné pour la psychologie positive, donc qui n'est pas la pensée positive. Je le dis à vos auditeurs, c'est beaucoup plus complexe et scientifique que cela. En fait, c'est comment on peut s'épanouir individuellement, en groupe et en société, et développer ses potentiels et rentrer dans une éducation, une économie du don et du sens. Voilà. Alors après, ça passe par des compétences en savoir-être et on a plein de modules divers et variés là-dessus. On peut travailler sur des capacités de coopération, on peut travailler sur ce qu'on appelle les forces de caractère, on peut travailler sur comment on revoit un projet collectif et comment on s'investit dans la construction de collectifs altruistes et bienveillants dans un environnement donné. En fait, il y a tout un panel d'outils concrets qui permettent d'être dans un épanouissement individuel et collectif, parce que l'un se nourrit de l'autre et vice-versa. Et en fait, on est relié à tout un tas de partenaires qui aussi ont à cœur le développement de ce type de ressources. Donc on est en lien avec quelques universités justement pour introduire comme la FEIAL aux États-Unis des séminaires sur le bien-être, sur l'accomplissement, sur l'utilité, le sens dans le travail et dans le travail collectif. Donc en fait,
il y a plein de ressources qui sont toutes basées d'ailleurs sur les travaux scientifiques et qui sont accessibles, qu'on rend accessibles sous forme de formation, alors qu'on envisage, qu'on est en train de transformer en ressources numériques pour que tout un chacun puisse y avoir accès via un site internet qu'on est en train de créer. On peut aussi évidemment rester sur des formats plus classiques de formation en entreprise ou en association quand on sera déconfiné et qu'on pourra mener des actions avec une bonne organisation sanitaire et sociale. Et puis, il y a aussi un ouvrage qui va bientôt paraître, donc sur toutes les ressources qu'on peut mobiliser justement pour sortir par le haut de cette crise pandémique et comment on peut individuellement et collectivement redonner du sens et s'épanouir et être vraiment dans la construction d'une société plus humaine. Tout ça sera présenté dans un troisième ouvrage à paraître en octobre. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a des renseignements effectivement sur le site Eranos, Eranos Formation, donc ça il suffit de taper ces mots-clés. Aussi dans les ouvrages que j'ai déjà écrits. Bien évidemment, on reste à la disposition de vos auditeurs vraiment avec grand plaisir pour tout entretien individuel, vraiment à titre gracieux, bien sûr, pour tous ceux qui auront envie d'aller plus loin dans ce qu'ils ont pu entendre grâce à vous, Abdelatif, et je vous en remercie de nous avoir permis un petit peu de nous exprimer sur ces sujets. Et donc, on est vraiment à disposition de vos auditeurs pour donner une suite, si besoin en est, à tout ce qu'on a pu partager avec vous d'une manière aussi agréable ce jour. Écoutez, le plaisir est pour moi et cette émission, elle est, comme vous le savez, c'est une émission bénévole. L'objectif, c'est simplement de faire le lien. Faire le lien sur un niveau humain, c'est l'objectif. Mais comme vous le savez, Monsieur Alain Ruffion, la pandémie est mondiale et son impact diffère d'un continent à un autre, mais aussi d'un pays à un autre. Est-ce que cette psychologie positive peuvent-ils être adaptés à des pays, notamment nord-africains, le cas du Maroc? Écoutez, en fait, je dirais même qu'elle serait, par certains côtés, plus adaptée à des pays qui, comme le Maroc, que je connais personnellement, qui a dans son ADN un sens de l'accueil, de l'humain et de la coopération, de la sollicitude, qui est assez marquant et marqué. Et je pense que on a en tout cas l'Afrique, elle symbolise bien l'humain, la chaleur humaine. Un souci de solidarité et d'être dans le sens de la communauté. Nous, tout de suite, on a peur du communautarisme, mais le mot communauté veut déjà dire des individus qui vivent en groupe et qui se soucient les uns des autres. C'est ça la base d'un sentiment communautaire. Et là-dessus, l'Afrique est bien en avance sur l'Europe. Donc je dirais que en fait, et c'est bien connu, quand on a moins de moyens, parfois financiers ou économiques, on compte davantage sur la solidarité de voisinage et sur le bien commun. Donc en fait, la psychologie positive, elle peut très très bien se développer sur le continent africain. Elle s'est déjà développée en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Elle vient des États-Unis et de l'Australie, ça c'est par rapport à son foyer historique, et en Europe du Nord, qui sont justement des sociétés plus égalitaires, plus soucieuses du bien commun. Je dirais presque que la psychologie positive, elle a un caractère universel, et qu'après chaque culture va s'en emparer avec ses propres forces, ses propres caractéristiques. Mais je pense que le mariage
en tout cas pour l'Afrique du Nord, pourrait être très 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 intéressant, puisque encore une fois, je pense qu'il y a un potentiel qui est déjà là dans la manière de vivre et dans la mentalité finalement des gens qui vivent en Afrique du Nord. L'humain est toujours au centre, l'humain est toujours c'est l'élément fédérateur et l'élément important de cette affaire. Je pense qu'il est temps de préparer le lendemain de coronavirus aujourd'hui sur cet aspect notamment psychologique et surtout d'accompagner nos jeunes et aussi les entreprises qui ont besoin de nos jeunes. Qu'est-ce que vous en dites comme un dernier mot, Monsieur Alain Ruffion, s'il vous plaît? Oui. Eh ben, écoutez, en fait, déjà une pensée pour tous nos amis musulmans qui ont débuté le Ramadan hier. En fait, il y a une parenté de situations. En fait, souvent, l'être humain, il a besoin de freins, il a besoin de limites. Et le jeûne est un très bel exemple. On a besoin de se réfréner dans son rapport à ses désirs divers et variés pour pouvoir accéder de nouveau, pour pouvoir régénérer son intériorité et son rapport à sa spiritualité. Donc, le côté bien involontaire de ce drame de la pandémie nous a aussi confrontés à une immense limite, et qui nous a obligés à arrêter cette course folle pour nous et pour la planète et à se recentrer sur nos priorités. Donc là, il y a vraiment une parenté de situation et je crois que c'est un moment opportun pour pouvoir justement évoluer vers des systèmes de vie individuelle et collective plus équilibrés, plus humaines. Mais pour ce faire, passer le temps du confinement, la nature humaine étant ce qu'elle est, on a quand même des risques de repartir un peu en tous sens dans cette folie de la bougeotte et un peu des désirs éphémères. Et je pense qu'il serait important effectivement de pouvoir accompagner. Et il y a plein d'outils depuis les années 60, la psychologie humaniste, ensuite la psychologie positive et d'autres mouvements ont créé des outils extraordinaires pour accompagner le changement. Donc c'est le moment pour le faire, pour ne pas repartir dans nos travers, individuels ou collectifs, et vraiment faire de cette crise une réelle opportunité, d'abord d'être plus humain avec soi-même, d'être plus humain avec ses proches, et puis de vivre dans une société qui donne envie, qui a des valeurs, qui a un gouvernail, qui a de nouveaux idéaux, un nouveau récit, qui porte les gens, parce que là, c'est pas avec de la dette, c'est pas avec des pertes, c'est pas avec les restes d'une économie de prédation qu'on va faire rêver les jeunes générations et qu'on va leur donner envie de s'engager. On est d'accord. Donc, en fait, la bienveillance, l'altruisme, le souci, le soin de l'autre, ce sont des nouvelles valeurs, cette interdépendance, cette coopération, cette circulation de la connaissance, cette éducation par le haut, cette éducation spirituelle, morale, on doit y aller. C'est là-dedans, c'est l'avenir, c'est maintenant. Il faut y aller dans ces dimensions-là. Elles peuvent nous porter, nous redonner un élan pour repartir. Et c'est vraiment ce dont on a besoin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Alain Ruffion, psychanalyste et formateur spécialiste en psychologie positive, doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire CLESCO, Université Toulouse et le Mirail 2, et président de l'Institut Eranos. Merci infiniment de cet éclairage, un éclairage de taille dans cette période de confinement. Je vous dis à très bientôt. Merci Abdelatif, merci beaucoup. Arc-en-ciel avec Abdelatif. L'info libre et crédible.